Eudore Éventurel, notre premier poète maudit. Pour plusieurs, c'est déjà une surprise d'apprendre que la poésie québécoise foisonnait déjà avant l'œuvre d'Émile Néligan au tournant du 20e siècle. Il est vrai qu'on ne fréquente plus guère les poèmes d'Octave Crémazie, d'Alfred Garneau, de Néré Beauchemin ou de Pamphile Lemay. On préfère donner leur nom à des écoles plutôt que d'inscrire leurs œuvres au programme scolaire. Quand même, Néligan n'appartient-il pas à une classe à part? Après tout, ses devanciers n'étaient que des rimeurs mondains, puisant tous aux mêmes sources du romantisme et du patriotisme suranné. Crémazie lui-même semble le reconnaître, livrant même sa recette pour obtenir un poème canadien bien de chez nous. Faites rimer un certain nombre de fois gloire avec victoire, aïeux avec glorieux, France avec espérance, entremêlez ces rimes de quelques mots sonores comme notre religion, notre patrie, notre langue, nos lois, le sang de nos pères, faites chauffer le tout à la flamme du patriotisme et servez chaud. Tout le monde dira que c'est magnifique. Ainsi, Néligan serait bien notre premier véritable poète moderne. Le premier à rompre avec le classicisme pompeux, à puiser à même la pure sensibilité semblable à celle qu'expérimentent alors Verlaine et Rimbaud en France. Surtout, Néligan serait notre premier poète maudit. En bouleversant les conventions, en sacrifiant tout à son art, incompris, il a mis en péril sa santé mentale pour finir oublié dans un hôpital psychiatrique. Encore là, rien de moins sûr. Bien avant Néligan, le Québec avait déjà produit son lot de poètes maudits, rimeurs déchus, finissant sur les routes de l'exil ou, pire, avocats. Soumises à la houlette du clergé et enrégimentées autour du devoir patriotique, les élites québécoises furent longtemps réfractaires aux expériences artistiques. Les collèges et académies littéraires demeuraient rivés au canon de la langue de Bossuet et à l'esthétisme de Raphaël. Le Québec a longtemps laissé très peu de liberté à ses artistes les plus audacieux, qui ont dû soit rentrer dans les rangs après de sévères réprimandes, soit s'exiler à l'étranger pour tenter de trouver un public plus réceptif. Quelque part, je sais où, près d'un saule qui pousse, ignoré du soleil, quand le printemps sourit. Eudore Éventurel. Parmi ces modernes bannis de leur foyer, nul ne mérite mieux le titre de poète maudit et de précurseur de Néligan qu'Eudore Éventurel. Né à Québec en 1852, il est fils de bonne famille, issu d'une lignée de politiciens libéraux de haut rang. À 21 ans, le jeune homme commence à noter des vers dans un cahier manuscrit. Son goût pour la poésie ne fait ensuite que croître tandis qu'il fréquente des clubs de jeunes écrivains libéraux, fort suspects aux yeux du clergé catholique. En octobre 1875, Éventurel fait scandale avec sa pièce « Crâne et cervelle » lue devant public lors d'une soirée théâtrale à Québec. L'œuvre raconte en gros les mésaventures d'un étudiant en médecine qui dérobe les cadavres afin de les disséquer et qui découvre ainsi la dépouille de sa propre fiancée. Dans les jours suivants, quelques poèmes d'Éventurel seront publiés dans le journal L'Événement. La réaction est vive. Si certains louangent le jeune poète, d'autres parlent d'une œuvre irréfléchie autant que dépourvue de bon goût. Jusque-là frondeur et plein d'assurance, Éventurel découvre alors les affres de la critique impitoyable et prend la mesure du conservatisme borné qui domine l'institution littéraire au Québec. Le poète fut soudainement frappé au cœur, les rêves brillants que son imagination avait formés disparurent au choc de la réalité. Or, le jeune poète ne peut tout simplement plus endiguer son élan poétique. Encouragé par le romancier Joseph Marmette, il fait donc paraître en 1878 un recueil de ses premières poésies intitulé « Première poésie ». Inspiré de Musset avec des accents verlainiens, le recueil scandalisa le milieu littéraire conservateur qui n'hésite plus à s'en prendre violemment à cette poésie ainsi qu'à son auteur. Mais un ange descend, À Musset. sans doute avec Je ne connais mystère, dans ce lieu quand le jour s'abat triste et mourant. Capter l'instant intime. Dans sa poésie sensible et originale, inspirée de sa région, Éventurel cherche à briser les conventions poétiques qui existaient alors au Québec.
Ses poèmes descriptifs et sensuels se penchent sur les thèmes de l'art, de l'amour et de la mort, mais portent aussi un regard ironique sur la classe moyenne et les disparités sociales. Pour Vincent-Charles Lambert, l'œuvre d'Éventurel ne ressemble en rien à ce qui s'écrivait alors dans ce fervent 19e siècle, car elle a renoncé au chant, de même qu'à tout ce qui fut chanté de son temps. Grands espaces, passés glorieux, peuple béni de Dieu, etc. Éventurel se refuse à toute édification, à tout enseignement. Ses thèmes de prédilection sont la tristesse, les amants séparés, la sensualité et la passion, et son attention se porte d'instinct sur les scènes de la vie privée laissées à leur mystère. Le poète ne décide de rien, se contentant d'observer ce qui s'offre à lui dans un cimetière à l'ombre d'un grand saule. Je suis allé revoir cette tombe ignorée, et seul quand j'ai voulu retrouver le chemin. Poète maudit, mode d'emploi. Cette poésie moderne attire les foudres des critiques qui dénoncent son auteur comme un semeur d'immoralité et d'indécence. Malgré son style des plus prometteurs, les critiques aussi impitoyables qu'injustes compromettent la carrière du jeune poète qui n'écrira plus ensuite que quelques poèmes isolés. De nos jours impensables de la part d'un critique littéraire, les attaques en pleine page dont fait l'objet Éventurel feraient aujourd'hui sourire tant elles sont gratuites et subjectives. Citons celle que publie le plus notoire ultramontain du Québec, Jules-Paul Tardivelle, en première page du Courrier du Canada le 22 avril 1878. Je viens de lire les premières poésies de M. Eudore Éventurel. Je voulais les critiquer, mais je sens que la tâche est au-dessus de mes forces. Je ne me suis jamais trouvé en face d'un pareil livre. En le parcourant, j'ai éprouvé des sensations nouvelles et impossibles à décrire, un mélange d'indignation, d'étonnement, de stupéfaction, de tristesse et d'hilarité. D'abord, c'est l'indignation qui s'est emparée de moi. J'ai voulu prendre un ton solennel et dire de gros mots tels que bêtises, inepties, niaiseries, platitudes, que sais-je encore. Peine inutile. La langue française ne contient pas de termes assez énergiques pour rendre ma pensée. Renonçons au genre tragique, essayons de rire. Peut-être que cela nous soulagera un peu. Non content de s'en prendre à l'œuvre et à son auteur, Tardivelle s'en prend aussi à ceux qui l'ont encouragé. Est-il donc vrai que ce jeune homme n'a pas un seul ami assez sincère et assez charitable pour lui dire qu'il n'est pas poète et qu'il ne le deviendra jamais? Monsieur Marmette compare son jeune protégé à Musset. Je ne connais guère de Musset, Dieu merci, mais on m'affirme qu'il a de l'harmonie, de la verve, de l'inspiration, même du génie, toute chose qui manque absolument à l'auteur de Crâne et Cervelle. Quelqu'un était debout en défendant l'entrée, c'était l'oubli pensif et le front dans la main. Finalement, le chasseur du sac. Tardivelle révèle le grand crime dont est coupable le poète, la profanation de notre belle religion. Il faut être incapable de comprendre la musique et la poésie. Il faut être insensible aux beautés de notre culte pour qualifier de quelque chose la messe de Requiem, le Dies Irae, le Libera, ces chants sublimes et touchants à la fois qui font verser des larmes à tout homme qui croit en l'immortalité de l'âme. Monsieur Éventurel rabaisse tout ce qu'il touche. Il lui est impossible de concevoir une pensée noble et élevée. Ce n'est pas ainsi que les poètes doivent parler de l'âme. En 1878, à Québec, une telle critique constitue ni plus ni moins qu'une condamnation à mort pour n'importe quel jeune poète et un aller simple pour l'enfer des poètes maudits. Aussitôt, les portes se ferment pour Éventurel qui perd des amis et même son poste au Conseil législatif. Même son plus solide supporter, Joseph Marmette, ne trouve que ces mots dérisoires pour défendre son jeune protégé. La poésie de M. Éventurel n'affecte certes pas le ton enthousiaste du genre lyrique. Loin de là son ambition. Ne se sentant pas encore les ailes assez fortes, le jeune poète ne veut pas s'élancer maintenant dans les régions éthérées et, comme l'abeille, il se contente de butiner sur les fleurs. Voué aux gémonies depuis la parution des premières poésies, Éventurel doit s'exiler aux États-Unis après avoir perdu son emploi. À Boston,
Il devient secrétaire d'un historien, puis fonde un journal français à Lowell, au Massachusetts, où sont installés des milliers de travailleurs québécois. Ses premières poésies seront aussi ses dernières. Éventurel n'écrira plus que 8 petits poèmes à compter de l'âge de 26 ans, discrètement publiés dans quelques journaux de Québec. En 1884, il épouse à Québec Esther Casgrain, fille de Philippe Baby Casgrain, alors député libéral de Lillet. En s'associant ainsi aux libéraux, Éventurel s'expose encore davantage aux attaques de ses adversaires conservateurs qui lui font subir 1000 tracasseries, y compris en décriant son travail au Québec et jusqu'aux États-Unis. Éventurel est bien notre premier poète maudit. Certains biographes le font même mourir à Boston le 16 mai 1919, seul, oublié et banni de sa patrie. En réalité, Éventurel revient définitivement au Québec en 1887 et son nom est bien inscrit sur sa tombe au cimetière Notre-Dame de Belmont, à Sainte-Foy. Quelque part, je sais où, près d'un saule qui pousse, ignoré du soleil, quand le printemps sourit, un tombeau que quelqu'un a cherché dans la mousse, laisse voir sur sa croix que nul nom n'est inscrit. Personne que je sache, à genoux sur la pierre, n'est venu vers le soir y prier en pleurant. Mais un ange descend, sans doute avec mystère, dans ce lieu quand le jour s'abat triste et mourant. Les fleurs n'y vivent pas, et la mort ne recueille pour moisson que le foin oublié du faucheur. C'est à peine l'été, si parfois une feuille, triste larme du saule, y tombe comme un pleur. Je suis allé revoir cette tombe ignorée, et seul quand j'ai voulu retrouver le chemin, quelqu'un était debout en défendant l'entrée. C'était l'oubli pensif et le front dans la main. Quelque part, je sais où, près d'un saule qui pousse, ignoré du soleil, quand le printemps sourit, un tombeau que quelqu'un a cherché dans la mousse, laisse voir sur sa croix que nul nom